J'aimerais, au travers de ce partage, qu'on parle d'un sujet qui nous anime tous. L'argent. Beaucoup d'entre nous parlons d'argent, mais est-ce que nous savons comment, te dire quoi, le mécanisme de l'argent? Comment est-ce qu'on crée l'argent? C'est quoi, t'as dit que la monnaie, comme tu vois, quand je parle d'argent, l'argent papier. Ben ici, j'ai 5 euros. Ici, j'ai 500 francs CFA. À qui appartient l'argent? Qui fabrique l'argent? On entend aussi parler de crise économique. Les différents pays, on parle de plus en plus d'endettement, c'est-à-dire que des États des pays. Qui fabrique l'argent? C'est la question que je pose dans les commentaires. Mais si, est-ce que c'est le pays? Si c'est le pays qui fabrique l'argent, comment un pays peut être en faillite? On parle de crise économique. On parle de faillite. Est-ce qu'un pays peut tomber, peut être fait faillite? C'est ce que je vais devoir développer ici. Et j'attends aussi, te dire que ton avis dans les commentaires, je voudrais que tu intériorises parce que des sujets comme ça, je sais que c'est des sujets qui sont techniques, dont la plupart d'entre nous ne sont pas intéressés. Vous voyez? Parce que, que le système sait que nous ne sommes pas intéressés par ces sujets-là. C'est pour ça qu'on peut vivre ce que nous vivons présentement. On aura comme ça, c'est-à-dire qu'une minorité de personnes se disant experts, on entend parler des économistes, on entend parler des personnes de la finance. Vous voyez? Ils sont là, c'est-à-dire qu'à écumer les plateaux de télé à chaque fois à nous expliquer comment l'économie fonctionne, comment, c'est-à-dire, on parle des marchés, tu entends parler d'inflation, tu entends parler de déflation, d'hyperinflation, tu entends parler de récession. Tous ces thèmes-là, qu'est-ce que ça te dit en fait? Et lorsqu'on constate, on constate tout simplement qu'à chaque fois où on parle d'inflation, d'hyperinflation ou de déflation, on parle de crise économique, de récession, ben, le commun de mortel le ressent tout simplement dans sa vie de tous les jours. La cherté de la vie, on n'arrive plus à joindre les deux bouts, les loyers qui sont de plus en plus chers, les loyers qui ont été multipliés par 20, le coût de l'alimentation qui a été multiplié par 40, la cherté des transports, des assurances, le chômage, la fermeture des emplois. Mais qu'est-ce qui peut occasionner tout ça? Si l'argent est fabriqué par... L'argent est fabriqué par qui en fait? On nous parle des États qui sont de plus en plus endettés. Tous les pays du monde sont hyper endettés. Tiens, un pays, la première puissance du monde, un pays comme les États-Unis, a une dette de plus de 36 000 milliards de dollars. 36 000 milliards de dollars. La France a une dette de 3 400 milliards d'euros. Pour nous qui sommes ici en France, tu as vu les différents gouvernements qui sont en train de défiler depuis le deuxième mandat de Macron. On n'arrive pas à voter le budget clair. On a demandé pour 2026 où nous sommes là, qu'il fallait faire des économies de 40 milliards. Mais 40 milliards, c'est-à-dire que ce n'est même pas pour payer la dette, c'est pour payer les intérêts. Les pays ne font que payer les intérêts, ils ne payent pas la dette. Et ils continuent à s'endetter. L'Amérique a 36 000 milliards, mais l'Amérique continue à s'endetter. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Ça, c'est les questions. Je sais que des sujets comme ça, nous sommes, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, ici, il faut apporter des thématiques que la population, c'est-à-dire que préfère. Hein. Mais notre population, aussi, le peuple africain, n'est pas intéressé par des sujets comme ça techniques. On veut gagner de l'argent, mais on ne sait pas comment que l'argent fonctionne. On ne connaît pas le mécanisme de l'argent. On ne connaît pas le mécanisme de comment la finance fonctionne. Quand on parle ici, tu entends parler des politiques monétaires. C'est quoi la politique monétaire? C'est comme ça qu'on nous paie toujours. Politique monétaire, ici, tu vois encore, c'est un mot sophistiqué comme ça pour nous endormir. Mais lorsqu'on va t'expliquer la politique monétaire, ben, tu vas comprendre que analyser tes ratés, tu vas comprendre que c'est une arnaque, c'est un vol. C'est un vol. Mais si tu n'es pas intéressé par ça, quand on parle, quand un économiste va parler, tu vas dire, ah, mais c'est lui qui connaît. Tu lui donnes la confiance. Ah, voilà.
Donc tu comprends que la monnaie aujourd'hui est basée sur la confiance. Quand ils vont commencer à parler là avec ces langages sophistiqués, politiques, c'est-à-dire que monétaire, système monétaire, tu vas te dire, oh là 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 là, c'est le gros français. Ah, ce sont eux qui connaissent, ce sont eux les experts. Mais tu vas leur faire confiance, tu vas les laisser. Mais alors que nous sommes dans un monde de manipulation. Ce système-là, t'as dit qu'il n'est qu'un. C'est ça qu'il faut comprendre. La question que je t'ai en train de poser, est-ce que, t'as dit que, vu comment nos États sont endettés, si c'est les États qui fabriquent l'argent, pourquoi est-ce que les États s'endettent en fait? Pourquoi ils s'endettent? Ils n'avaient qu'à multiplier la planche des billets et donner à tout le monde. Et comme ça, on vivrait dans un monde, t'as dit quoi là, merveilleux, où l'argent n'est pas un problème. Si tous les pays du monde sont endettés, ces pays doivent à qui en fait? À qui est-ce que ces pays doivent rembourser ces dettes-là? Voilà l'objet de notre partage. Et est-ce que que ces pays-là ont intérêt à rembourser que ces dettes? Quand on parle de 36 000 milliards et ils continuent encore à s'endetter, on parle de la France qui a 3 400 milliards et continue encore à s'endetter. On parle de nos pays d'Afrique qui sont hyper endettés. Certains vont carrément voir le FMI et la Banque mondiale pour qu'on nous classe parmi les pays hyper endettés, pour qu'on efface la dette. Vous pensez que si on efface la dette, ça va solutionner l'affaire? Question mark, point d'interrogation. J'attends que vous avez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le système tel que c'est mis en place, ils ont intérêt à ce que les pays remboursent les dettes? Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que les pays effacent les dettes? C'est ce que je vais devoir dire le pays. Comment est né dans ce système? Parce qu'il faut comprendre que nous sommes dans un système. Quand vous entendez système monétaire, comment c'est né? Donc, avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Donc, sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle d'agriculture, on parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de venir t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos richesses, c'est-à-dire que locales et endogènes. Je vais te permettre ici, si c'est l'argent que tu veux gagner, tu vois, on parle ici d'argent. Il faudrait que tu comprennes comment l'argent fonctionne. Que l'argent que tu vois, c'est du papier. Ce que tu vois, ça s'appelle la monnaie fiduciaire, c'est du papier. Ce papier est basé sur la confiance. Qu'est-ce qui fait donc en sorte que tu puisses avoir confiance? Dès que ça, c'est 5 €. Là, c'est 500 francs CFA. S'il fallait, c'est-à-dire que choisir, c'est-à-dire que l'une des deux monnaies, que choisirais-tu? Je t'attends dans les commentaires. 5 €, 500 francs CFA. Et j'aimerais que tu motives, c'est-à-dire que ton choix. Pourquoi est-ce que tu choisis 5 € ou pourquoi est-ce que tu choisis 500 francs CFA? Il faudrait que tu motives, c'est-à-dire que ton choix. Et moi, je vais essayer de développer ici parce que c'est des thèmes comme ça qu'on se doit de comprendre. Le but ici n'est pas d'être un expert, c'est-à-dire en économie. Le but n'est pas d'être un expert en finance. Parce que j'ai coutume à te dire, quand quelqu'un commence à dire que je suis expert, fais attention. Parce que l'économie qui est là, il faut comprendre que c'est un système qui a été mis en place. Ce n'est pas une science exacte, c'est une science pleine de manipulation. Donc c'est pour cela que tu te dois de comprendre comment tu as dit que l'économie fonctionne. Comment tu as dit qu'est née la monnaie? Qu'est-ce qui donne la valeur à la monnaie? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un pays, qu'on dit qu'un pays soit souverain? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit en train d'utiliser aujourd'hui le dollar comme monnaie commerciale? Qu'est-ce qui fait en sorte que le CFA ne soit pas adopté tel que partout, reconnu par tous? Donc, ce système, il faut comprendre que c'est un système qui est né dans les années 1694. Note ça, 1694. Donc, si tu fais, c'est-à-dire que nous sommes encore aujourd'hui en 2026. Donc, 2026, 1694, ça fait 331 ans. C'est un système qui a depuis 331 ans. Comment c'est arrivé? C'est arrivé, c'est-à-dire qu'ici en Europe, c'est le roi, c'est-à-dire anglais de l'époque, en 1694, qui fait en sorte qu'on ait ce système aujourd'hui qui est là, monétaire.
Parce qu'il faut comprendre que dans les années telles que 1600, l'Europe t'a dit que c'était un champ de bataille. Hein. C'était la conquête. C'était les rapports de force. Il fallait aller conquérir les territoires. C'était des guerres. Donc le roi de l'époque, en 1694, se retrouve à court de financement. Il sollicite la population, le peuple qui n'avait pas assez. Donc il a fait ce qu'on appelle ici, tu entends, l'effort de guerre. Tu as déjà entendu cette phrase-là. En ce moment, nous sommes en plein effort de guerre. Tu as entendu que l'Europe, la France parlait d'effort de guerre par rapport à la crise qui est là entre l'Ukraine et la Russie. Avec tout ce qu'ils ont pu donner comme aide à l'Ukraine, on commence déjà à nous demander de faire l'effort de guerre. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de nouveau sur le soleil. Le roi de cette époque, en 1694, fais tes recherches, tu auras son nom, c'est le roi anglais. Donc il sollicite la population, le peuple n'ayant pas assez. Voilà comment tu as dit que les investisseurs viennent à la rescousse du roi. Ce qu'ils proposent au roi, c'est nous sommes prêts à financer la guerre, à te donner les moyens, mais à une condition, que tu nous laisses créer la Banque d'Angleterre, la Banque centrale d'Angleterre. Voilà comment naît la Banque d'Angleterre et la Banque centrale d'Angleterre. Donc, voilà comment naît le système monétaire. Dans ce système monétaire, tu vois que c'est les puissants, c'est les fonds d'investissement puissants qui ont créé ce système-là. Et voilà comment ce système se perpétue aux États-Unis aujourd'hui. Tu vois que c'est les États-Unis qui ont la première puissance économique. Pourquoi? Parce qu'ils sont forts militairement, économiquement, technologiquement, sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan de la recherche. Donc tu vois que à 1600, dans les années 1600-1700, c'est l'Europe qui était puissante, c'est l'Angleterre qui était puissante. Tout a été créé, toutes les grandes inventions sont sorties d'Europe, venant par l'Angleterre. Donc tu vois que la vie est cyclique. C'est les différentes guerres qui ont fragilisé l'Europe. Donc quand l'Amérique prend la première place, prend la puissance, tu vois que c'est dans les années 1900, c'est après-guerre, après la première et la deuxième guerre mondiale, donc dans les années 45. En 1600, donc comme je disais, dans les années 1600, les banques, voilà comment les banques s'établissent. C'est qu'aux États-Unis, les banques imprimaient eux-mêmes leurs billets, imprimaient eux-mêmes les monnaies. La Fed, la banque centrale, la banque fédérale d'Amérique, est née en 1911. Mais cette banque, on n'arrivait pas à réguler les banques. J'ai dit, chacun émettait son billet. Donc tu vois que le billet qui est là, c'est du papier qu'on émet à partir de rien. Donc quand on dit émettre, on fabrique à partir de rien. Alors qu'avant, la monnaie, se reposait sur l'or. La monnaie était arrimée à l'or. La convertibilité, c'était l'or. Dans les années 1911, ils créent la Fed, leur banque centrale. La banque centrale n'arrive pas à réguler. Donc le système américain, jusqu'aujourd'hui, voilà comment le système américain fonctionne. Le système américain, c'est la Fed qui imprime les billets. Il faut bien comprendre. La Fed, dont la Banque centrale d'Amérique, imprime les billets. Donc le Trésor américain peut dire, le budget de l'Amérique, je l'ai noté à 997 milliards de dollars. Ils veulent un budget à 997 milliards de dollars. Mais comment ça se passe? 997 milliards de dollars, dans un monde normal, ça devrait être que cet argent-là devrait venir de les efforts de productivité. Donc, il devrait produire, par exemple, dans l'agriculture, abondamment dans l'agro-pastoral, dans l'agro-industrie. Il devrait développer que la science, la technologie, les infrastructures. Il devrait produire les ressources minières, dont l'or, le pétrole, le diamant. Il devrait avoir les ressources, en fait, produire de la valeur réelle, tout comme les autres pays. Mais tu vois que
L'Amérique a cet avantage que non, eux, à partir de rien, ils fabriquent de l'argent. Donc l'Amérique va dire, je veux tel budget. Notre budget est situé à 997 milliards. Qu'est-ce qui se passe? L'Amérique fait son chèque, envoie à la Fed. Ce qui n'est pas normal quand vous entendez système monétaire. C'est l'arnaque en fait. Envoie à la Fed ce qui est interdit. Mais comment eux ils font? Pour ne pas dire que faire en sorte que ce soit flagrant, vous voyez que les banques commerciales, les grandes banques comme les Lehman Brothers, les JP Morgan, siègent à la Fed. Ce qui aussi n'est pas normal. Tu vois qu'il y a conflit d'intérêts. Donc, ce sont ces grandes banques-là qui vont acheter donc les bons, les obligations américaines. Est-ce que tu vois le truc de passe-pas? Ils achètent les obligations et revendent ça maintenant à la Fed. Voilà le montage qui est là. Donc, ça veut dire que les États-Unis se font le chèque, posent eux-mêmes leur propre chèque et se payent eux-mêmes. Alors qu'ici en Europe, la Banque centrale européenne, non, la Banque centrale européenne ne fabrique pas l'argent pour les pays. Pour les pays européens, les pays européens se doivent d'aller acheter de l'argent. C'est ce que tu entends, les obligations. Donc tu vois, voilà le mécanisme. Si nous, on ne comprend pas ça, en Afrique, nous n'avons pas de banque centrale. Nous ne fabriquons pas nous-mêmes notre argent. Nous n'avons même pas la souveraineté sur le plan monétaire. Tu vois donc, plusieurs pays partent déjà, c'est-à-dire que très défavorisés. Le dollar étant la monnaie commerciale, tu vois qu'il diffuse ce dollar-là partout. Tu pourras peut-être me dire, mais Thierry, dans ce cas-là, il faudrait que chaque pays émet son argent. Qu'on commence à fabriquer de l'argent et on distribue quelque partout. Non, c'est là où tu entends parler d'inflation. Qu'est-ce qui crée l'inflation? C'est lorsque tu dis que la monnaie, tu vois, cette monnaie, commence à se retrouver, commence à pulluler que sur les marchés. Lorsqu'on émet beaucoup de monnaie, et que puisque la monnaie n'est créée sur rien du tout, quand ça se retrouve abondamment sur les marchés, ça fait quoi? Ça fait que le peuple, tout le monde a de l'argent, mais les denrées, en ce moment, les denrées deviennent chères. C'est ça qui crée l'inflation. C'est pour ça qu'on a eu l'inflation, qu'on a eu à chaque crise, tu vois, ils font quoi? Dans les années 1929, on a eu cette crise, ils ont déversé de l'argent sur les marchés. Dans les années 70, crise pétrolière, ils ont déversé de l'argent sur les marchés. En 2000, avec la bulle Internet, on a déversé la planche à billets pour pouvoir soutenir cette crise-là. Et c'est ça qui crée à chaque fois les bulles, ça crée l'inflation. En 2008, avec la crise des subprimes, tu vois, pour pouvoir sauver les banques, sauver le monde de la crise, ils ont refait encore la planche à billets. On a déversé abondamment pour pouvoir soutenir, sauver les banques. Ils ont fait la planche à billets. Ce qui a créé la crise mondiale que tu as vue. Et à chaque fois, le dollar est énormément tel que sur les marchés, ça crée l'inflation. Donc, après la crise de 2008, la Fed a augmenté les taux d'intérêt parce que, comme la monnaie était faible, ils ont augmenté les taux d'intérêt, ce qui a donc réduit l'économie. Tu vois, est arrivé après la crise sanitaire que vous connaissez, l'affaire qui nous a bloqués pendant 3 ans, là, qui a mis tout le monde KO pendant 3 ans. On a encore versé de l'argent pour pouvoir soutenir. Donc, tu vois qu'il y a, d'un côté, il y a quelqu'un qui peut, à sa guise, fabriquer de l'argent comme il veut. De l'autre côté, les États bavent. Pourquoi les États bavent? Tu commences à comprendre donc maintenant que si les pays sont endettés, ça veut dire que ce ne sont plus les pays qui fabriquent leur propre argent. Donc, d'où est-ce que les États prennent donc l'argent? Les États, aujourd'hui, pour pouvoir fonctionner, sont obligés d'aller s'endetter
auprès des banques centrales, auprès des fonds d'investissement, des fonds de pension, les banques commerciales, les banques d'affaires. Donc, quand on parle déjà ici, fonds d'investissement, c'est les privés. Fonds de pension, c'est les privés. Fonds de... Les banques commerciales, c'est les privés. Les banques d'affaires, c'est les privés. Sans parler, c'est-à-dire que des grosses multinationales, privées, et des particuliers aussi après. Donc, tu vois que voilà comment l'État fait pour s'endetter. Donc, je prends un exemple. Aujourd'hui, vu que les États ne produisent plus rien, tu sais même t'entends me demander que mais pourquoi les États ne produisent plus rien? Parce que nous sommes dans un système capitaliste, libéral. Donc voilà comment est-ce qu'on a fait pour affaiblir dans les États. Quand les États, c'est-à-dire que se retrouvent aujourd'hui dans les capacités de pouvoir, c'est-à-dire que honorer leurs dettes, de pouvoir rembourser. Parce que quand l'État a pris, j'ai parlé au départ que cette monnaie que tu entends fiduciaire, c'est la confiance. Donc beaucoup, c'est-à-dire que sont prêts à prêter de l'argent à des États parce qu'un État, c'est-à-dire que se doit d'être souverain. L'État, c'est-à-dire qu'il est souverain. Pourquoi? Parce que l'État, on se dit que l'État ne peut pas faire faillite. Donc, on prête à l'État. Mais malheureusement, que ce que nous sommes en train de constater, c'est qu'on remarque que plusieurs États sont de plus en plus, c'est-à-dire en incapacité de pouvoir payer, de plus en plus endettés. 36 000 milliards, c'est-à-dire que 36 000 milliards pour les États-Unis, 3 400 milliards pour la France. L'Angleterre est hyper endettée, l'Angleterre est au bout de la faillite. Le Japon est hyper endetté, au bout de la faillite. L'Allemagne, pareil. Ne parlons pas de nos pays tels que d'Afrique. Donc, vous voyez qu'on les a mis dans un système comme ça, où derrière, ils ne prêtent que de l'argent, c'est-à-dire aux banques centrales, et derrière, ils prêtent de l'argent, tu vois, à toutes ces grandes institutions qui sont privées. Et ces grandes institutions, à partir du moment où les États n'arrivent pas à rembourser, quelles sont les conditions qu'on les met? On leur demande de nationaliser, c'est-à-dire que toutes les grandes entreprises, de nationaliser tout. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Dans les années 80, 85, nos différents pays ont commencé, c'est-à-dire que vous avez entendu parler des plans d'ajustement structurel. Parce que quand le FMI ou la Banque mondiale te prête de l'argent, quand tu n'arrives pas à rembourser, on met les conditions à ces pays-là. Vous devez maintenant privatiser toutes vos grosses compagnies. C'est pour ça qu'en Afrique, toutes les grosses compagnies sont privées. Parce que les États ne pouvant pas rembourser, sont obligés, c'est-à-dire que de céder ces compagnies-là maintenant aux fonds d'investissement, aux fonds de pension, aux multimillionnaires, aux multimilliardaires privés. Donc voilà comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir affaiblir donc les États. C'est un système qui est là, qui est savamment pensé. Donc aujourd'hui, c'est la finance qui contrôle tout. Tout est sur les marchés. Quand tu entends les marchés boursiers, tu entends les private equity, tu entends, tout cela va vers les marchés. Et on demande maintenant aussi aux particuliers d'investir. Comment les États donc font pour fonctionner? Les États pour fonctionner sont obligés de prélever les impôts. C'est pour ça que tu verras que dans un pays comme la France, les gens se plaignent que la France est l'un des pays qui impose le plus. On n'arrive plus. Tous ceux qui travaillent, on se plaint. À peine ton salaire arrivé, il ne te reste plus rien. Parce que l'État prélève beaucoup de taxes. Et c'est ce qui occasionne la fuite des cerveaux. Et c'est ce qui fait aussi que les investisseurs, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas investir. Les investisseurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus confiance. Les investisseurs vont ailleurs, là où c'est-à-dire que c'est souple. Et tu entends de plus en plus parler, c'est-à-dire que de perte de confiance sur la monnaie, sur les politiques, sur les institutions. Donc, quand tu as les jeunes qui, à peine ils ont fini avec l'école, n'arrivent pas à trouver le travail, ou quand ils trouvent le travail,
c'est avec des salaires, pas du tout des salaires, ils n'arrivent pas à jouer les deux bouts. Il y a ce qu'on appelle fuite de cerveau. Vont ailleurs. Tu vois? Et aujourd'hui, ce sont ces fonds d'investissement. Quand tu attends un fonds d'investissement comme BlackRock, c'est-à-dire que le profit, rien que pour l'année 2025, c'est plus que le budget, c'est-à-dire américain. C'est des fois, 1,5 fois le budget américain. Uniquement BlackRock. Je n'ai pas te citer tel que tous les grosses banques que vous connaissez, les Rothschild, les Rockefeller, tous ces JP Morgan, toutes ces grosses institutions et même les compagnies, les multinationales. Je ne viens pas parler des GAFAM. Je ne vais pas te parler que des compagnies comme les Nvidia. Vous voyez? Donc, ce sont eux. Aujourd'hui, côté en bourse, on amène tout le monde, c'est-à-dire qu'aller investir sur les marchés. Et c'est comme ça qu'on tue dans les business réels. Les pays devraient aujourd'hui être en train de produire de la valeur réelle. Aujourd'hui, tout est virtuel, tout est sur les marchés. Voilà comment est-ce qu'on a fait pour tuer, affaiblir dans les États. Affaiblir les États. Aucun pays ne peut taper la poitrine qu'il est souverain. Aujourd'hui, les chefs d'État ne fonctionnent qu'en VAP pour servir les intérêts des privés. Donc, vous voyez que pendant que les États, c'est-à-dire que s'appauvrissent, s'endettent, qui est-ce qu'on enrichit? On enrichit les marchés, on enrichit les fonds d'investissement, les fonds de pension, on enrichit les banques privées, les banques d'affaires, les banques d'investissement, et on enrichit les multinationales, et on enrichit aussi quelques particuliers. Donc c'est pour cela que tu dois comprendre où est-ce que tu dois être. Et qui est-ce qu'on appauvrit? On appauvrit la population, on appauvrit la classe moyenne, on appauvrit les pauvres en fait. Parce que d'où est-ce que l'État va prendre son argent? L'État va prendre son argent, prélever son argent en prélevant les taxes, les impôts. Et qui est-ce qu'on prélève? On prélève les salariés. On prélève les salariés. C'est pour ça qu'il faut donc comprendre comment l'argent fonctionne. Et nous sommes arrivés à un point où, tu vois, l'argent est en train, la monnaie fiduciaire est en train de perdre la valeur en fait. Quand tu entends inflation, crise économique, récession, hyperinflation, c'est des choses qui sont arrivées. Hein. Dans les années 1900, l'Allemagne a connu l'hyperinflation où l'Allemagne était en faillite. L'Allemagne de Wehrmacht. Où pour aller acheter un pain, il fallait que prendre la brouette, tellement les billets avaient perdu la valeur. L'Argentine a connu la faillite plusieurs fois. Le Venezuela a connu la faillite. Tu as la Grèce ici qui a connu la faillite. C'est pas des choses qu'on voit dans la boule de cristal. Hein. Le Zimbabwe a connu la faillite avec le Kwacha, dont tu pourrais peut-être dire, bon, il faudrait que chaque pays imprime son argent. Non. Ce système-là est tellement cadenassé que si chaque pays imprimait dans son argent, le fait d'imprimer l'argent et de mettre plus d'argent en circulation, ça crée, c'est-à-dire que l'inflation, en fait. Quand il y a trop d'argent en circulation, tu vois, l'argent perd en valeur et les choses deviennent de plus en plus chères. Ça crée donc, ça crée cette inflation. Et ce qui est encore dangereux, c'est que lorsqu'un pays tombe en faillite, tu as vu ce qui s'est passé dans ces pays, c'est la tension, c'est des crises sociales, c'est même, c'est des pertes de vie, c'est la guerre, c'est tendu. C'est des gens qui perdent tout en fait. Ton argent qui était en banque, tes petites économies que tu avais mis en banque, tu perds. Donc dans ces situations-là, tu me dis, mais Thierry, qu'est-ce qu'on peut donc faire? Ce qu'il faudra faire, c'est ce que je t'enseigne ici depuis longtemps en fait, d'aller vers les valeurs réelles. Que l'argent fiduciaire, ça arrête de courir après l'argent fiduciaire. Tu peux te dire qu'avoir comme ça des liasses et billets. Mais si le pays est en faillite, tu vas perdre ton argent. Si tu vas mettre ça dans un livret A, dans une assurance vie, même si tu vas aujourd'hui dire que tu vas les mettre en bourse, si le pays est en faillite, le pays ne garantit pas ton argent que tu as mis en bourse. Si le pays est en faillite, on va parler de l'effort, c'est-à-dire que on peut parler d'effort de guerre. On peut parler que d'effort, c'est-à-dire que
sur le plan national. On peut geler les biens. C'est des choses qui sont déjà arrivées. Donc, il faudrait être très, très malin, très, très wise. Aller donc investir vers les valeurs réelles, les valeurs tangibles. Tu as vu que si on peut fabriquer de la monnaie à partir de rien, les États-Unis fabriquent à partir de rien. Tu vas me dire, mais pourquoi les États-Unis ne tombent pas en faillite? Les États-Unis ne tombent pas en faillite pour la simple raison que le dollar est la monnaie commerciale. Le dollar est utilisé par le monde entier. Donc, eux, ils peuvent imprimer autant de billets, autant de milliards, de milliers de milliards. Ils savent qu'ils vont diffuser ça partout dans le monde. C'est là l'avantage qu'ils ont. Ils peuvent diffuser ça partout. Est-ce que tu vois un peu le njambo, l'arnaque? Ils peuvent diffuser ça partout. Parce que lorsque tu vas aller vouloir commercer, tu vas aller vendre ton bois, aller vendre le pétrole, l'uranium, l'or, le diamant, peu importe le commerce que tu veux faire, tu vas devoir commercer avec le dollar. C'est comme ça qu'ils diffusent ça tranquillement. Et à chaque fois que tu commerces avec le dollar, eux, ils gagnent de l'argent sans rien faire. À chaque fois où tu commerces avec le dollar, eux, ils gagnent de l'argent sans rien faire. Alors que si le dollar, si la monnaie était arrimée, alors comme avant, mais on n'aurait pas dit que c'est problème. Parce que c'est la quantité d'or que tu auras en réserve. La quantité d'or que tu as en réserve, tu auras avec le même montant. Mais tu vois que ça n'arrange pas beaucoup, non? Parce que l'or, tu as dit que c'est une valeur qui est réelle, c'est une valeur aussi qui est tarissable. C'est une valeur que tu ne peux pas multiplier à ta guise. Tu ne peux pas multiplier l'or à ta guise. Donc, alors que le papier, tu peux l'imprimer à ta guise, tu peux l'imprimer comme tu veux. Est-ce que tu comprends un peu l'arnaque? Donc là où tu te dois d'aller, c'est vers les valeurs réelles. Vers les valeurs que l'État ne peut pas saisir. Aujourd'hui, je t'ai dit que si ton pays est en faillite, l'État peut saisir, c'est-à-dire que tes avoirs. Si tu as pris une maison à crédit, l'État peut saisir et revendre. Si tu es allé, donc, pire encore, si tu as mis tout ton argent sur les actifs passifs, donc aller acheter les beaux vêtements, aller acheter la voiture, aller acheter meubler la maison, tu vois que c'est des actifs qui perdent en valeur. Il faut aller mettre vers des actifs que l'État ne peut pas saisir, comme l'achat de terres agricoles, l'achat de terres agricoles. La terre a de ceci que ça prend toujours en plus-value. Aller produire le poivre, tu vois, aller produire, je te parle de poivre, mais j'ai partagé ici avec toi plusieurs opportunités dans le secteur agricole. Tu peux aller faire le manioc, la banane, le macabo, le taro, les pommes de terre, la patate douce, le sorgho, le mil, les arachides, le niébé, le founou, le pistache, l'igname. Tu peux faire avec les arbres fruitiers. Tu peux faire le palmier à huile, passer à la phase de transformation parce que voilà les valeurs tangibles. Il te faut, c'est-à-dire que pour les années qui viennent, et là maintenant, là, avoir des compétences. Avoir des compétences, c'est-à-dire que dans le secteur agricole, c'est une compétence qu'on ne peut pas t'enlever. C'est une compétence qui va toujours te servir, même 200 ans après. Parce que le besoin est là, les gens auront toujours besoin de manger. Aller produire le poivre, c'est-à-dire que c'est une valeur. Tu vois que c'est le poivre qui donne la valeur à l'argent. Ce n'est pas l'argent qui donne la valeur au poivre. Comprendre que l'argent, c'est un moyen d'échange. Si on te dit c'est quoi l'argent? L'argent, c'est un moyen d'échange. Donc, quand je produis mon poivre, je te donne le poivre et tu me donnes de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui donne la valeur au poivre, c'est le poivre qui donne l'argent c'est le poivre qui donne de la valeur à l'argent. Tu as besoin d'huile de palme, je te donne l'huile de palme et tu me donnes de l'argent. Tu comprends donc que aller produire tel que le poivre, ça demande un minimum de 2 ans et demi. 2 ans et demi, tel qu'il y a des contingences que tu traverses. C'est pour ça que ça demande la connaissance. C'est pour ça que ça demande de te former. Et c'est pour ça que ça prend de la valeur. A contrario, fabriquer de l'argent,
On fabrique de l'argent à partir de rien. Tu vois donc que l'argent ne se repose sur rien, en fait. La valeur de l'argent ne se repose sur rien. Si oui, sur la confiance des pays. Si on a confiance au dollar, c'est parce que les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance économique, militaire, technologique, scientifique. Et on comprend pourquoi, c'est-à-dire que c'est la première puissance. Si eux, ils peuvent imprimer, c'est-à-dire qu'à volonté, c'est-à-dire que de l'argent. Alors que toi, si tu veux ton pays, si ton pays veut l'argent, ton pays se doit de produire de la valeur. Et aujourd'hui, on a affaibli ton pays. Ce n'est plus ton pays qui est souverain, c'est que sur l'ensemble des ressources, ce sont plutôt les multinationales. C'est pour cela qu'on se doit de se réveiller, comprendre que la souveraineté de nos pays ne dépend pas uniquement, c'est-à-dire que de nos États ou de nos gouvernants. La souveraineté dépend de nous tous. La souveraineté aujourd'hui est libéralisée. Donc ça veut dire que ce sont les individus. Quand je parle des multinationales, ce sont les individus. Quand on parle d'Apple, on parle de BlackRock. Quand on parle c'est-à-dire que de Microsoft, quand on parle c'est-à-dire que de toutes ces multinationales, quand on parle de tous ces fonds d'investissement, fonds d'investissement, quand on parle de toutes ces banques, ce sont les individus en fait. Ce sont les individus. Donc, on se doit de comprendre ces enjeux-là, au lieu d'être là plutôt à vociférer, à bavader, à se plaindre, à demander, à incriminer des fois, c'est-à-dire que nos chefs d'État. Oui, je ne suis pas en train de les dédouaner. Il y a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à reprocher à nos dirigeants. Mais dans ce monde de rapport de force, où vous-même vous êtes en train de voir comment est-ce qu'on les tient, comment est-ce qu'on les cadenasse, est-ce qu'on peut rester là comme ça, 50 ans, 70 ans, à continuer à les incriminer? Une fois que tu as compris comment l'argent fonctionne, une fois que tu as compris comment le système monétaire fonctionne, une fois que tu as compris comment la finance fonctionne, une fois que tu as compris comment l'économie fonctionne, une fois que tu as compris le système géopolitique, comment la géopolitique influence sur les décisions, c'est-à-dire que de tous les pays, sur l'économie de tous les pays, sur la stabilité de tous les pays, mais on se doit comprendre que c'est une affaire de nous tous en fait. On se doit de devenir des faisans. On se doit de venir faire, pas des bavards, mais des faisans, des faiseurs. C'est pour ça que je suis allé, modestement à mon petit niveau, aller apporter ma contribution à l'émergence de notre pays, à l'émergence de mon pays qui est le Cameroun, à l'émergence même de l'Afrique. C'est pour ça que je partage là-dessus que ne nous méprenons pas. Ne gardons pas le focus que sur l'argent. L'argent sur le papier. Mettons le focus sur la création de valeurs tangibles. Nous devrons être des faisans. Alors qu'aujourd'hui, le système tel qu'il est en train de produire quoi? Des bavards, des exécutants. Beaucoup vont dans l'administration. C'est un système qui est pensé. On n'est pas en train de valoriser c'est-à-dire que les métiers qui créent de la valeur réelle. Les mécaniciens. Donc tu comprends qu'avec la situation que nous vivons, là où tu te dois aujourd'hui, c'est-à-dire que de mettre de l'accent, c'est sur les compétences. Mécaniciens, plombiers, électriciens, électromécaniciens, électroniciens, chaudronniers, maçons, cuisiniers, agriculteurs. Ça, c'est des métiers de faiseurs. Quand on est ingénieur, on se doit d'être dans du pratico-pratique. Les ingénieurs sont aujourd'hui dans l'administration. On a des polytechniciens qui sont cantonnés dans les bureaux, au lieu d'être dans la faisabilité, au lieu d'être dans la pratique. Donc tu comprends que lorsque tout est gâté, lorsque le pays est en faillite, et que tu as une connaissance, si tu sais planter, s'aimer les arachides, s'aimer le maïs, le haricot, le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, si tu sais produire le poivre, tu seras toujours utile. Tu auras toujours, tu pourras apporter de la valeur aux autres. Et ça, c'est des valeurs qui sont tangibles et durables. Alors que l'argent, ça peut se dévaluer. L'argent, ça se dévalue. Le CFA, t'as dit que ça a été dévalué combien de fois en Afrique?
l'argent perd de la valeur. Et tu entends parler de plus en plus de dédollarisation. Beaucoup de pays sont en train de tourner le dos au dollar. Beaucoup de pays commercent avec leur propre monnaie. Tu as entendu parler des BRICS. Ils sont en train de commercer avec leur propre monnaie. En commerçant avec leur propre monnaie, ils fragilisent le dollar. C'est pour ça que tu vois les tensions aujourd'hui géopolitiques. Tu entends la crise sur l'énergie, tu entends parler des crises de matières premières, tu entends parler des taxes douanières, comme Donald Trump est venu mettre. Ça crée donc des tensions comme ça géopolitiques qui influencent aussi les coûts des marchés, la bourse. C'est pour ça que si tu vas mettre ton argent en bourse, tu peux perdre. Là où tu dois mettre ton argent, je te dis sur la terre, l'agriculture, tu peux investir sur les métaux. Ce que je te donne ici, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est l'expérience que je te donne. Expérience que les riches appliquent. Les métaux comme l'or. L'or ne perd pas en valeur. L'or, c'est une valeur refuge. Mais le problème, c'est que l'or ne te rend pas riche, en fait. L'or ne multiplie pas ton argent. L'or te permet que ton argent soit stable, que ça ne perde pas en valeur ou en pouvoir d'achat. Tu peux te mettre sur le métal argent. Tu peux ici, c'est de diversifier en fait. Tu peux avoir un peu d'action, de compagnie, mais attention, tu fais attention. Tu peux avoir en monnaie, monnaie papier comme ça. Un peu d'argent, comme tu m'as dit, les réserves de sécurité, pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce qu'au cas où ça capote, où les banques ferment, il ne faudrait pas que tu paies tout. C'est pour ça que j'ai eu cette stratégie d'aller donc investir sur la terre, aller produire les cultures, aller produire les arbres, parce que les arbres vont sur plus de 200 ans. Parce que même après toi, et tu pourras laisser ça à tes descendants. Parce que ces arbres, l'État, le gouvernement ne peut pas saisir ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dupliquer, multiplier. Ça t'appartient, tu as le contrôle dessus. C'est un partage que tu dois de comprendre. Donc tu comprends donc maintenant pourquoi pourquoi nos États sont faits, pourquoi nos États sont endettés. Et la dette qu'ils sont en train de prendre, crois-moi, ils ne pourront pas rembourser cette dette-là. Et le système tel que c'est fait pour qu'ils ne remboursent même pas la dette. Parce que imagine un temps simple, s'ils remboursaient la dette, on est dans un cas où pas possible. Parce que quand tu entends que l'Amérique est endettée à 36 000 milliards de dollars, la Chine détient les obligations américaines, mais la Chine elle-même aussi est hyper endettée. Le Japon qui est hyper endetté, qui est au bout du gouffre, détient les obligations américaines. Le Japon a essayé de pouvoir stopper sa crise en fabriquant sa monnaie. Mais ça a créé quoi? Ça a créé l'hyperinflation et même la déflation. Aujourd'hui, ils sont bloqués au point où l'industrie ne fonctionne plus. Ajouter à cela, c'est-à-dire que la démographie, ils sont de plus en plus, ils ont une population vieillissante. Donc le système est fait pour qu'ils ne remboursent pas. Parce que s'ils se remboursaient tous, le système aussi allait imploser. Donc, tu me diras, est-ce qu'il faut donc qu'on efface les dettes de tout le monde? Mais si on efface aussi les dettes de tout le monde, il va falloir créer notre système. Et c'est les mêmes qui sont encore là en tête qui vont venir nous dire que non, cette fois-ci, voici la meilleure solution. Ça n'a pas marché la dernière fois, on va commencer à trouver les boucs émissaires à cause de ceci, à cause de cela. Donc, voici la bonne solution. Ce sont eux qui vont encore apporter une solution qui va les arranger. Donc, ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'il faut être sur des valeurs réelles. Nos États se doivent de produire des valeurs réelles, la valeur concrète, de créer le business réel. Donc, comprendre que la finance est venue détruire l'économie réelle. Donc, si toi, tu veux vraiment être dans l'air du temps, avoir une richesse durable, créer de la valeur réelle. Créer de la valeur réelle, c'est ce que je t'enseigne ici depuis la création de cette chaîne. Je sais que les sujets comme ça sont très, très techniques. On est beaucoup plus porté que vers les choses légères. On veut la gratification instantanée. Tu vois que quand tu vas vers la valeur réelle,
tu ne cherches pas la gratification instantanée. Mais les personnes avides, parce qu'on va te payer de la finance. Ah oui, il faut aller à la bourse. Avec la bourse, tu as 10%, tu as 20%. Tu crois cela? C'est des choses qui sont... Il y a énormément de manipulations, énormément de délits d'initiés. Ça ne se repose sur aucune valeur, c'est de la valorisation tout simplement. Et ça fluctue tellement, ça peut se casser la gueule à tout moment. Et lorsque ça se casse la gueule, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Hein. Alors que lorsque tu as 1 hectare de poivrier, 2 hectares de poivrier, quand tu as une compétence sur la culture, tu peux faire 100 hectares. Et 1 hectare peut aller jusqu'à 100 ans la production. Quand tu as 4 hectares de palmiers, tu peux faire 100 hectares de palmiers. Et le palmier peut aller à plus de 70 ans. C'est des valeurs réelles. Et l'huile de palme, le poivre, le ndiansan, le bitacola, les fruitiers, c'est des valeurs qu'on consomme, qu'on consommera et qu'on va continuer à consommer. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait du tsunami, on va toujours continuer à consommer. Alors qu'on a beaucoup de business aujourd'hui qui sont en train de mourir. Beaucoup d'actifs aujourd'hui qui meurent. Beaucoup qui se cassent la gueule. Beaucoup d'emplois et même aujourd'hui les métiers qui ne vont plus exister. Donc si tu cours après l'argent, moi je vais te dire de courir plutôt après la compétence, après la valeur. Et les valeurs rares en fait. Les valeurs rares. Parce que depuis que la terre est terre, on a toujours eu besoin de manger. Hein. Depuis que la terre est terre, oui, on va se loger. Tu vas peut-être me dire que mais Thierry, tu n'as pas payé d'immobilier. Immobilier, attention. Oui, l'immobilier. Mais il faudrait que le bien que tu as, que ce ne soit pas crédit, que tu n'aies pas de crédit dessus. Que ce ne soit pas une hypothèque. Parce que si tu as du crédit dessus, qu'est-ce qui va se passer? On va saisir ce bien-là et on va vendre. Et quand on est en pleine inflation ou quand on est en pleine déflation, en pleine crise, on vendra moins cher. Donc la bonne stratégie ici, c'est de se diversifier et d'être dans les valeurs réelles. Parce que tu vois, lorsque tu produis le poivre, c'est une valeur qui est concrète. C'est une valeur refuge. Et en même temps, ça te donne des liquidités. Oui, ça te donne des liquidités. 1 hectare de poivrier que tu peux chiffrer facilement à 65 millions, voire dépendamment du tonnage que tu peux faire. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir aussi l'expertise pour pouvoir prendre la bonne formation, la bonne connaissance, pour pouvoir faire passer de 3 hectares à 6, voire 10 hectares. Passer de 3 tonnes à 6 tonnes, même à 10 tonnes l'hectare. C'est l'expertise en fait. Imagine si tu vends ton kilo à 15 000 francs. D'ici 5 ans, tu pourras vendre ce kilo même là à 20 000 francs. Une tonne te fait quoi? 20 millions. 20 millions fois 6 ou par 10, c'est combien? Ça te fait de l'argent frais. Et pendant que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on ira de mal en pire. De mal en pire. Imagine donc si nous sommes en pleine crise et que tu as uniquement 20 millions pour un État, tu multiplies comme ça que par 10 ou par 6. 20 millions par 6, ça te fait combien? Voilà l'argent frais que tu as. Et on sait qu'on fait les affaires, les vrais, les connaisseurs, les vrais hommes d'affaires, les vrais investisseurs ne vont pas investir lorsque tout va bien. Les vrais investisseurs investissent en pleine crise. Et pour investir en pleine crise, il faudrait que tu aies de la liquidité. Ouais, c'est une masterclass que je suis en train de. Je donne même ça à qui en fait? Est-ce que beaucoup connaissent même la valeur de ce que je donne là? C'est une masterclass. Les vrais, on n'investit pas lorsqu'on vient te dire que le coût de l'action est en train de monter, que le coût de l'action est... Non. On investit lorsque tout le monde sort. Les vrais investisseurs investissent en période de crise. Et en période de crise, il faut avoir des liquidités. Si tu as pris tout ton argent et que tu as mis en bourse, si tu as pris tout ton argent, tu as mis dans un livret A ou dans une assurance vie, en période de crise, comment tu fais? C'est une stratégie plus. C'est une stratégie pour ceux qui jouent la Champions League. Ça, c'est la stratégie que donne ce n'est plus pour les enfants. C'est un autre niveau, les gars. C'est un autre niveau que je donne. Donc, tu vois qu'avec ton champ de poivrier, ton champ de
de Njansan, de Bitakola, de palmier à huile, ça te génère des liquidités. C'est de la force de frappe. Tous ceux qui sont allés prendre des maisons à crédit, qui sont allés prendre des sociétés à crédit, lorsque tu as dit que les personnes sont sous le coup de la crise, qu'ils ne s'en sortent pas, parce que nous sommes passés en hyperinflation, que nous sommes quittés de l'hyperinflation à la déflation, qu'ils sont en train de produire, c'est-à-dire que ça, on ne prend pas parce que tout le monde fait la même chose. Là, tu viens donc avec de la liquidité parce que tu es liquide, tu es debout, tu viens acheter tout ça. Tous ceux qui sont lancés en immobilier, qui ont pris des crédits immobiliers, voici mon parc immobilier à 1 million d'euros, tu viens, tu prends tout ça à vil prix, parce qu'en ce moment, on va brader. C'est de la stratégie que je donne là. Je dois vendre même ça à 5 000 euros, cette stratégie-là. Parce que oui, il faut se diversifier, mais avoir toujours du liquide. Mais j'ai dit avoir du liquide qui ne dort pas en banque, mais avoir du liquide, parce que lorsque tu produis le poivre, le njassa, lorsque tu es dans le secteur agro-pastoral, il y a toujours de l'argent qui entre. Il y a toujours de la liquidité qui entre. Donc cette liquidité-là, c'est la force de frappe pour faire les affaires. Mais pour pouvoir arriver à ce niveau-là, ça demande de prendre un certain temps. Ça demande une vision. Ça demande de payer le prix. Pendant que certains sont en train de rigoler là maintenant, à faire le coucouma, à faire le beau, à paraître riche, toi, tu es en train de bâtir ta stratégie, bâtir ton système. Quand eux, ils sont en train de pleurer, nous, on est en train de rigoler. On va venir acheter tout ça, tous ces biens-là, tous ces biens, à vil prix. À vil prix. À qui est-ce que je parle? Donc, c'est comme ça que tu dois bâtir des systèmes. Mais c'est un système qui prend le temps. J'ai dit, c'est un système qui date de plus de 331 ans. C'est un système qui a été créé en 1694. 2026, ça fait 331 ans. Toi, tu penses que tu peux venir battre ce système-là comme ça? Tu te dois tout simplement de comprendre comment ça fonctionne et de créer aussi ton propre système. Oui, parce que nous sommes dans un monde, c'est des conservateurs. Ils conservent ça depuis plus de 331 ans. Comprends seulement comment ça fonctionne. Tu crées aussi tes tu rentres. L'État ne viendra, ton pays ne viendra pas te sauver. Les dirigeants politiques ne viendront pas te sauver. Parce qu'ils ne sont au contrôle. Ils n'ont le contrôle sur rien, en fait. Le système est tout simplement fait que les États continuent à s'endetter. Qui continuent à avoir l'inflation. Quand il y a inflation, ils vont prendre des crédits. Ils prennent des crédits pour enrichir qui? Enrichir les banques centrales, enrichir les banques, les marchés, la finance, enrichir les banques commerciales, les fonds d'investissement, les fonds de pension et les particuliers, enrichir les riches. Comprends le système, fabrique ton système et mets-toi dedans. Arrête de blablater, arrête de pleurer. Arrête de tenir la pancarte. Et qui est-ce qu'on appauvrit dans ça? Les travailleurs, les salariés, la classe moyenne et les pauvres. Parce qu'on va continuer à prélever les taxes. Parce que l'État, pour qu'il y ait la fonction publique, pour qu'il y ait des fonctionnaires, les hôpitaux, les écoles, la police, l'armée, pour qu'il y ait des routes, pour qu'il y ait des infrastructures, pour qu'il y ait de l'électricité, pour qu'il y ait un semblant de souveraineté alimentaire, et même ça, une autre souveraineté alimentaire, pour qu'il y ait la poste, pour qu'il y ait tout ça. L'État, il faut que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, l'État doit prendre les taxes, prélever les taxes. Et quand ça ne suffit pas, l'État va donc s'endetter auprès de ces institutions-là. Comprends comment ça fonctionne. Plus clair que ça, je ne pourrais pas te le dire. Mais si tu n'es pas donc si tu n'es pas curieux, tu ne sauras pas ça. Tu sais, tu es en train de dire que la faute, c'est les politiques. Il faut que le président parte. Il faut que le machin parte. Il faut que le président change. Non, le président ne peut pas changer. Tu vois ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire? Ça demande du courage. Le fait, ça demande qu'il faudra venir nationaliser, c'est-à-dire que toutes les compagnies. Est-ce que tu peux faire le poids face à BlackRock? J'ai dit BlackRock, le budget de BlackRock, les bénéfices, les chiffres que BlackRock a fait en 2025, là, c'est 14 milliards. C'est 14 milliards.
de dollars, 14 42 milliards de dollars. Rien que le chiffre pour 2025. C'est quoi le budget des États des pays africains? Tu peux parler face à ces grosses mastodontes des banques financières, les fonds d'investissement, les banques commerciales, toutes ces banques que vous connaissez qui existent depuis 150 ans. Est-ce que nos États peuvent parler fort à toutes ces grosses multinationales? Ça demande qu'on ait de la souveraineté sur tout ce qu'on fait, sur le plan de la défense, sur le plan de l'armement, sur le plan de la science, de la technologie, sur le plan de la recherche, sur le plan même des satellites, le plan de la communication. Tu vois, on ne peut que faire ça parce qu'on a le soutien des forts. Mais on fera ça jusqu'à quand? Donc pour cela, il faudrait que chacun et chacune d'entre nous, que nous puissions venir mettre la main dans la pâte, qu'on soit plutôt des faisans, qu'on soit des faisans, pas des personnes qui sont toujours en train de critiquer, de pointer du doigt, de blablater, de parler, de se lamenter, de se plaindre, mais des faisans, des faisans. C'est ça ce système-là qui existe depuis plus de 300 ans. C'est ça ce système. Et dans ce monde de rapport de force, toi qui veux venir changer le système, si tu n'es pas costaud, on t'efface, on t'efface. Donc voilà ce que je voulais partager. J'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce, partage massivement autour de toi afin que tu puisses comme ça être nombreux et nombreuses à comprendre ces enjeux-là. Comprendre c'est quoi la monnaie, c'est quoi l'argent, c'est quoi quand on parle du système monétaire, quand on parle de politique monétaire, quand on parle de bourse, quand on parle des marchés, quand on parle d'inflation, de déflation, quand on parle de jeux économiques, de jeux stratégiques, de jeux politiques, quand on te parle ici des business, quand on te parle ici des rapports de force, je te parle de tout ça chaque fois. Quand on te parle de souveraineté, quand on te parle de créer de la valeur, créer des valeurs concrètes, des valeurs réelles. Il faudrait que ce soit des enjeux qui te parlent, que tu sois intéressé par ça. Fuis Télécolumbere, fuis le Congossa. Vous voyez que nous, l'attention est portée sur la vie des autres. On parle sur la vie des autres. Samuel Eto'o a fait Fecafoot pendant 4 ans. Comment tu sauras comment l'argent fonctionne? Samuel Eto'o, lui, il a compris comment l'argent fonctionne. Il a travaillé, il a créé de la valeur. On l'a payé à la hauteur de ses compétences. Toi, tu as fait quoi pour commencer à parler sur lui? Il gagne ses millions, il sait comment le système fonctionne. Il tutoie, t'as dit que le sommet. On devrait capitaliser sur des gens comme ça. Il vient maintenant qu'il veut aussi redonner à son pays. Pourquoi est-ce que ceux qui n'ont rien fait, ceux qui ne savent même pas s'ils vont manger le matin, se mettent à parler? Mais ne vous méprenez pas aussi. Hein. On a des gens comme ça qui sont là aussi, qui ne veulent pas voir le progrès. Qui veulent tout tirer les autres vers le bas. Qui veulent tout pour eux, rien pour les autres. On vous occupe comme ça, on vous distrait. Pendant ce temps, les vrais enjeux sont là. On parle aujourd'hui de nouvelle ère mondiale. Les pays sont en train de repenser comment se ressusciter, comment avoir la souveraineté. Mais c'est nous qui sommes distraits en fait. Tu es distrait et tu viendras demander à ton président qu'est-ce qu'il est en train de faire. Tu n'es pas en train de voir comment les menaces viennent de partout. Comment on se lève, on va prendre un président élu de façon démocratique dans un pays souverain. On le prend. Ho-ha. Toi, ton président, quelle force il a? Quels sont les moyens qu'il a? Il peut compter sur toi? Est-ce que nos dirigeants peuvent compter sur nous? Passe le temps comme ça, à longueur de temps, à occuper les zones, à bavarder dans la futilité. Donc, on se doit aujourd'hui d'être des faisans. On se doit aujourd'hui d'avoir de l'impact concret et positif sur le terrain. Moi, si je viens partager, c'est ça mon message en fait.
Je ne peux pas te dire ça autrement. N'attends pas que je sois là à te distraire. N'attends pas que je vienne faire le clown. N'attends pas que je vienne te dire que non, c'est facile. Non, c'est les autres. Non, une fois on a compris comment ça fonctionne, on se doit aussi établir les systèmes. C'est ça le monde. C'est un monde d'intérêt. Et ils ne sont pas là que pour faire ça pour nos beaux yeux. Chacun calcule ses intérêts. C'est pas l'amitié, mon ami. Et c'est un monde de rapport de force. Je dis que c'est depuis 1694, ce système-là. 331 ans. Si nous, on ne comprend pas ça, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà comment je vais conclure cette vidéo. J'attends ton avis dans les commentaires. Pour toi, vous qui êtes économiste, continuez à développer dans les commentaires afin de pouvoir édifier la communauté, parce que c'est ça aussi. On ne peut pas se dire économiste, on ne peut pas se dire scientifique. Si on est toujours là, que dans les commentaires, c'est-à-dire que de Bakati, étaler, c'est-à-dire que justement la connaissance. Édifier. Mais je sais aussi, j'espère qu'on est des économistes sincères, authentiques, parce qu'il faut donc comprendre aussi que tous ces économistes sont cooptés par toutes ces puissances que j'ai citées là. Ah, il faut bien qu'ils vivent. Hein. On les finance, parce que le gars va vouloir trouver son bon salaire, va commencer à faire des rapports qui vont aller en faveur de ces puissances-là. Il faut comprendre, nous sommes dans un monde de manipulation. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Donc, sur ce, les amis, comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, c'est la richesse. Une fois qu'on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui nous entourent. Sur ce, je vous dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.